Bonjour mes chers étudiants, comme j'avais promis lors de la vidéo précédente, je vais continuer sur les sphères en application du théorème de Gauss. Je rappelle que le théorème de Gauss, c'est le flux total du champ électrique qui est égal à l'intégrale double du produit scalaire du champ électrique et d'un élément de surface, et j'intègre sur la surface fermée. Et ça, c'est égal à Q int, c'est-à-dire la quantité de charge à l'intérieur de la surface fermée, divisée par la permittivité du vide, epsilon 0, bien sûr, si on travaille dans l'air ou dans le vide. En ce qui concerne les sphères, on a vu, quand on a une sphère de centre O, d'accord, si je calcule le champ électrique à une distance, je vais mettre ici M, une distance R, j'appelle le grand R le rayon de la sphère, eh bien le champ électrique est égal à K fois Q divisé par R carré fois ER. Mais ça, c'est justement le champ électrique d'une charge, entre guillemets, ponctuelle, placée à une distance R. Donc c'est comme si toute la charge était stockée ici au centre de la sphère. Quelle que soit la sphère, qu'elle soit conductrice, isolante, pleine ou creuse, le champ à l'extérieur est toujours égal à K fois la charge totale portée par la sphère divisée par la distance au carré. Q est égal soit à sigma fois 4 pi r carré, si la densité surfacique, attention, R, le grand R ici, majuscule, c'est le rayon réel de la sphère. Le petit r, c'était pour une sphère de Gauss qui est fictive, c'est juste un moyen de calcul. On peut avoir ρ fois 4 tiers de pi fois r au cube si la densité est volumique. Mais la densité volumique ne peut exister que dans le cas d'une sphère isolante pleine. Donc sphère isolante pleine. Bien, maintenant, toutes les sphères, donc isolantes creuses, d'accord, conductrices creuses ou bien isolantes pleines, d'accord, ou isolantes creuses. Le champ électrique à l'extérieur de la sphère, il est donné comme ça. L'étudiant doit faire attention uniquement si on lui demande de travailler avec la densité de charge. Là, il faut faire attention. Maintenant, supposons qu'on a une sphère isolante, pleine. Le cas d'une sphère isolante creuse se comporte comme une sphère conductrice creuse aussi, c'est exactement la même chose. Et on avait dit que le champ électrique à l'intérieur de la sphère, ici, s'il est creuse, est toujours égal à 0. Si en plus la sphère est conductrice, comme il n'y a pas de densité volumique de charge à l'intérieur, le champ électrique sera identiquement nul. Donc revenons à cette sphère isolante pleine. Là voilà la sphère. À l'extérieur, le cas est déjà réglé, mais supposons, ça c'est grand R, on m'a demandé de calculer le champ électrique au point M ici, à une distance R. Dans ce cas, R est inférieur ou est inférieur à grand R. Alors, on va choisir une surface de Gauss. On a déjà discuté de la symétrie sphérique. Donc, on va prendre une surface de Gauss, une sphère de rayon R. Ça, c'est la sphère de Gauss. Du coup,
Si je veux calculer le champ électrique, on prend un petit élément de surface qui est orienté comme ça, on va mettre ER. Si la densité volumique, on va supposer qu'elle est supérieure à 0 pour faciliter les choses, mais si elle est négative, ben le champ électrique sera exactement le même, mais dirigé dans le sens opposé, c'est-à-dire il serait dirigé vers le centre de la sphère. Donc je peux mettre le champ électrique dans ce sens-là. Eh bien, le théorème de Gauss, phi est égal à l'intégrale de E ds. Encore une fois, E est parallèle à ds, qui est juste là, ds. Ils sont parallèles, donc le produit scalaire devient une multiplication ordinaire. On va avoir l'intégrale de E ds. Et ça, c'est égal à E, l'intégrale de ds, parce que si R est choisi, fixé, il n'y a aucune raison physique, la nature est juste que le champ électrique, la valeur du champ électrique dans un endroit quelconque à une distance R, ici, ben il sera exactement le même. Et ça, c'est égal à E fois S. Mais bien sûr, c'est E fois 4pi, mais attention, c'est la surface de Gauss. Je prends R, le rayon de la sphère de Gauss. Ceci implique finalement que phi est égal à E 4pi r carré, et ça c'est égal à Q int, d'après le théorème de Gauss, divisé par epsilon 0, théorème de Gauss. À quoi est égal à Q int? Avec Q int, ici, c'est la charge qui est contenue dans la petite sphère rouge de Gauss. Je ne vais pas prendre toute la charge du volume qui reste, parce que je ne prends que les charges enfermées par la surface de Gauss. Et ça, c'est égal à quoi? Ben, tout simplement à ρ multiplié par le volume interne de la surface de Gauss, et ça, c'est égal à ρ fois 4 tiers de pi petit r au cube. Ceci implique finalement que E 4pi r carré est égal à ρ fois 4 fois pi fois r au cube divisé par 3 epsilon 0. Ceci implique finalement que E est égal à ρ, ben je peux barrer les 4pi, je peux barrer le r carré, ici il y aura 1, et je vais avoir E qui est égal à ρ fois r sur 3 epsilon 0. Et si je mets le chapeau du vecteur, ben j'aurai ici ER. Et ça, c'est vraiment un champ électrique qui est engendré par un bout, une sphère à l'intérieur de ma sphère chargée. Ça, les étudiants doivent retenir. Maintenant, je peux exprimer le ρ en fonction de la charge. Remarque, on a, ça c'est la charge Q qui est portée pour toute la sphère, on a, Q est égal à ρ fois 4 tiers de pi grand R au cube. Ça c'est toute la charge de la sphère. Bien, eh bien, je peux dire alors que ρ est égal à 3 sur 4 pi r au cube, d'accord, fois Q. 3 fois Q divisé par 4 pi r au cube. Ceci implique alors que le champ électrique est égal à 3 Q, d'accord, divisé par 4 pi r au cube, je remplace ρ par sa valeur ici, multiplié par r, d'accord, sur 3 epsilon 0 ER. Donc, je peux écrire ça d'une autre manière. E est égal, alors le 3 va s'en aller et je vais avoir K, Q,
D'accord? K parce que j'ai 1 sur 4 pi epsilon 0, j'ai Q fois R divisé par R au cube fois ER. Ça, c'est une autre manière de l'écrire en fonction de la charge totale. Une fois qu'on a terminé avec les sphères, toutes les sortes de sphères, il n'y a que ce cas qui est un peu compliqué, mais on a vu un peu comment ça marche. L'autre cas, c'est comme le champ électrique d'une charge ponctuelle que j'aurais placé au centre et dont la valeur est égale à la charge totale de la sphère. Maintenant, je voudrais vous parler, comme promis, du principe de superposition. D'accord? Et j'ai un creux. Ça, c'est le centre. Je vais appeler ça O1. Et j'ai un autre centre O2. Avec une petite sphère creuse ici, de rayon petit r. On va mettre ici R2. Et ici, c'est R1. On me demande de calculer le champ électrique à un point quelconque. Par exemple, ici, au point M. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous assure, si on ne maîtrise pas le principe de superposition, le calcul devient fastidieux, très complexe, et ça mène tout droit vers des erreurs. Alors voilà comment on va faire. On va utiliser le principe de superposition en disant que cette sphère qui contient une sphère creuse à l'intérieur, c'est la même chose qu'une sphère pleine O1 et de rayon R1, plus une petite sphère O2, d'accord, et de rayon R2. La seule chose, c'est que si nous avons ρ ici comme densité de charge de la sphère qui n'est pas creuse, eh bien, celle-là, si on veut respecter le principe de superposition, on va mettre moins ρ. Pourquoi? Si je place, j'imagine une sphère chargée, pleine, que je place à cet endroit précis, c'est-à-dire les O2 ici, O2 vont être confondus, eh bien, la densité totale que j'avais ici, parce que ici j'ai mis un peu partout les charges, or c'est pas vrai, en ajoutant celle-là, avec moins ρ, il va annuler les charges qui sont contenues dans la petite sphère. Donc, le champ électrique que je vais calculer ici sera tout à fait équivalent. Eh bien, ici, pour la sphère 1, pour la sphère 1, voilà, puisque je suis à l'extérieur, c'est très facile. On vient de voir que le champ électrique, E1, est égal à K, Q1, divisé par R carré, si je mets petit r ici, d'accord? Ou je vais mettre tout simplement R1 au carré fois ER. Pour l'autre, je vais avoir, on va mettre ER1, parce que ici, c'est dirigé dans ce sens. Mais pour l'autre sphère, je vais avoir R2 ici, et ça va être E2. Et le E1 de tout à l'heure, c'était ici. E2 est égal à quoi? E2 est égal à K fois Q2 divisé par R2 au carré fois ER2. C'est-à-dire dans l'autre direction. Et quel est le champ total? Le champ total, c'est égal à K, d'accord? Q1 plus Q2, ça c'est R1 au carré, ça c'est R2 au carré, le tout fois E, R1 plus ER2. La chose qui semblerait être un peu compliquée, c'est la somme de ces deux vecteurs unitaires, mais ce n'est pas la mer à boire, et on va faire ça dans le cadre d'un exercice où les étudiants vont voir la puissance du principe de superposition, tant utilisé en électricité, en mécanique, en optique, en mécanique quantique, et j'en passe. Maintenant, je voudrais passer à un cas dont on a absolument besoin,
c'est les surfaces planes. Mais attention, si je prends une petite surface plane finie, et on me demande de calculer le champ électrique au point M ici, à une distance D, eh bien, remarquez, je n'ai pas de plan de symétrie. Si je prends un plan, si je le prends ici, d'accord, qui contient M et qui est là, eh bien, c'est lui, l'observateur qui serait placé en M, va voir un morceau du plan qui a une certaine charge, mais l'autre côté, il ne voit pas la même chose, donc ce ne sera jamais un plan symétrique. Donc, quel que soit le plan, si il n'est pas infini, alors le théorème de Gauss n'est pas applicable. Il est valable, comme on a dit, c'est une équation fondamentale de la physique, de la nature. Mais s'il n'y a pas un plan qui est infini dans tous les sens du terme, à droite, à gauche, vers l'avant, vers l'arrière, le théorème de Gauss, ce n'est pas utile. On fera un exercice, un TD, pour montrer comment calculer un champ électrique d'un plan quelconque. Comme on a fait pour le fil qui est fini, et puis on a utilisé, généralisé sur le fil infini, et on a vu qu'avec le théorème de Gauss, le champ électrique généré par un fil chargé infini était beaucoup plus facile, bien sûr. Maintenant, considérons un plan infini. Un plan infini, je vais mettre ici plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini. Un plan infini n'existe pas. Il n'a jamais existé, on ne sait pas où le mettre, ni sur Terre, ni sur le système solaire, et encore peut-être moins dans l'univers. Donc c'est une tournure d'esprit, vous allez voir que ça va faciliter le travail, et ça c'est très important. Alors regardons s'il y a une symétrie. Supposons que j'ai un plan qui est chargé, qui est infini, et je calcule le champ électrique en un point ici. Eh bien, si je prends ce point M ici et je mets un plan ici qui contient le point M, eh bien l'observateur va voir à droite un plan infini chargé et de l'autre côté il va voir un plan qui est infiniment chargé. Bien, donc ce plan-là perpendiculaire au plan de la feuille ici, chargé, c'est un plan de symétrie. Si je prends un autre dans ce sens-là, qui contient le point M ici, eh bien, si on regarde à droite, on va voir un plan infiniment chargé, et la même chose de l'autre côté. Donc ce plan est également un plan symétrique. Donc on en a un qui est comme ça, et l'autre qui est comme ça. Eh bien, l'intersection, ce sera vers le haut, c'est la verticale. Donc je sais tout de suite que le champ électrique engendré par un plan infini, il est dans la verticale. La même chose de l'autre côté. Ça veut dire que E parallèle au plan est nul. Et le plan perpendiculaire au plan différent de 0. Bien. Eh bien, puisque c'est comme ça, on a une symétrie, voyons comment est-ce qu'on peut calculer le champ électrique d'un plan infini avec le théorème de Gauss. Alors, imaginons que je prends, d'accord, un point ici M, à une distance D. La distance, bien sûr, c'est la projection orthogonale, ça tout le monde sait. Eh bien, si je prends par exemple un petit cylindre, dans tous les livres, on prend un cylindre, eh bien on va changer, on va faire quelque chose à nous, ici sur Tanger. On va prendre un parallélépipède. Le parallélépipède, on va le prendre comme ça. Je prends, d'accord, et je prolonge sur le plan. Voilà. Donc, ça va être quelque chose comme ça, et ça sort de l'autre côté, bien sûr.
Donc l'intersection de mon parallélépipède, ben, c'est ce petit rectangle, par exemple, au carré, si j'ai pris une surface carrée. Ben, quel est l'intérêt ici? Tout d'abord, nous savons que le champ électrique, il est vers le haut ou vers le bas, il est perpendiculaire au plan. Du coup, il n'y a aucun flux de champ électrique qui sort dans cette direction. Il n'y en a pas. Ni celle-là, ni celle qui est vers moi, ni celle qui est vers l'avant. Donc, les seules surfaces qui vont contribuer au flux, ce sont cette surface que je vais appeler A, comme R, l'air, la surface, et celle-là, A aussi, parce que c'est la même. Mais j'insiste sur le fait que la densité surfacique de charge en coulomb par mètre carré n'existe pour moi, pour le théorème de Gauss, que dans la surface d'intersection. Je ne vais pas regarder ni ici, ni là, ni quoi que ce soit. Et du coup, quand je vais utiliser le théorème de Gauss, on a phi qui est égal à l'intégrale de E ds. Encore une fois, si je prends un ds ici, voilà le champ électrique qui sort, ben le ds, il va être ici, d'accord? Ds, qui est aussi parallèle au champ électrique. Donc le produit scalaire va devenir une multiplication, et ça vous l'avez compris. Sinon, ben, ça ne sert à rien d'utiliser le théorème de Gauss. Si ce n'est pas parallèle au perpendiculaire, parce que si c'est parallèle, c'est une multiplication, ce n'est plus un produit scalaire, et s'ils sont perpendiculaires, ben, ça donne 0 et point à la ligne. Et ça, c'est égal à E, l'intégrale de ds, et c'est égal à quoi? La surface latérale, les quatre faces ici de mon parallélépipède ne participent pas, parce qu'il n'y a pas de champ électrique latéral ou paralléloplan qui sort. Donc les deux surfaces qui contribuent, ce sont celle-là et celle-là. D'accord? Et ça, c'est égal à E fois 2A. Pourquoi 2? Parce qu'il y a une en haut et l'autre en bas. Donc ceci implique que le flux est égal à E fois 2A, et ça, c'est égal à Q1 divisé par epsilon 0. Et Q1 est égal à quoi? Q1, c'est égal à sigma fois A. Pas fois 2A, parce qu'il y a une seule surface d'intersection qui est commune. Et c'est celle-là qui contient les charges intérieures à ma surface de Gauss, à savoir mon parallélépipède. Divisé par epsilon 0, d'accord? Et ça, c'est égal, implique, il n'y a pas d'epsilon 0, pardon, c'est juste sigma fois A. Ceci implique que E 2 fois A est égal à sigma fois A sur epsilon 0, d'accord? Et ceci implique, et ça c'est le champ électrique d'un plan infini, d'accord, est égal à sigma, le A se simplifie sur 2 epsilon 0, fois une direction, on va mettre ici l'axe des Y, et ça c'est l'axe des X qui est aligné sur le plan, et donc on va mettre ici EY. Eh bien, c'est quelque chose de très intéressant, mais qui est perturbant. Pourquoi? Moi, en tant que physicien, je n'accepte pas, j'ai un plan, et j'ai le champ électrique qui est indépendant de la distance. Je peux être juste à côté, ou très très loin. Eh bien, avant de discuter d'une manière philosophique cette idée, il faut d'abord accepter l'existence d'un plan infini. Il n'existe pas. Quand vous avez une fourmi qui vient à côté du plafond de votre chambre, ben quand il s'approche, il va voir un plafond infini. Pour elle, ici ou là, ou qu'elle soit loin ou un peu plus proche, ça n'a pas d'importance parce que la surface est tellement grande par rapport aux dimensions du petit insecte. Donc, si on accepte comme tournure d'esprit un plan infini, il faut accepter que le champ électrique créé par ce plan infini soit indépendant de la distance par rapport au plan. C'est comme quand vous regardez une étoile à partir de temps G, ou que vous soyez sur l'hémisphère nord et que vous voyez encore l'étoile, vous allez la voir à la même taille. Pourquoi? Parce que c'est tellement loin. Bien sûr, si on s'approche, à ce moment-là, l'étoile va devenir géante
peut-être des millions de fois plus grande que le Soleil, et on verra que ce n'est pas si infini que ça. Donc attention, le plan infini n'existe pas, mais il va nous aider, comme on va le voir dans la vidéo prochaine, qu'on peut l'utiliser pour déterminer, établir, calculer tout ce qui concerne les condensateurs plans. Et à la vidéo prochaine.